l'Assemblée nationale le nombre des députés. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS 2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité Midi Mat. Le sommaire, c'est tout de suite. Journée internationale de la commémoration des victimes de l'esclave et de la traite transatlantique, célébrée chaque année le 25 mars. La médiation au milieu universitaire, c'est quoi la médiation et quel est le rôle de la médiation dans la gestion des conflits au sein des universités? Et cap sur Kédougou pour parler de la prise en charge des enfants orphelins ou abandonnés. Et pour terminer sur l'international, la Commission européenne annonce le renforcement du contrôle des exportations de vaccins contre le Covid-19. Le développement, c'est tout de suite avec notre invité du jour, M. Malick Kane. Il est le coordonnateur du mémorial de Gorée. Bonjour, M. Kane. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Nous démarrons l'actualité par le point Covid du jour. 1571 tests ont été réalisés, 121 sont revenus positifs, 74 cas issus de la transmission communautaire, 47 cas contacts, 303 personnes ont été déclarées guéries, 28 cas graves et 5 nouveaux décès. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, la journée internationale de la commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves est célébrée chaque année le 25 mars. C'est pour rendre hommage à ceux qui ont souffert et sont morts aux mains du système de l'esclavage. Pour sensibiliser le public aux dangers actuels du racisme et des préjugés, pendant plus de 400 ans, plus de 15 millions d'hommes et de femmes et d'enfants ont été victimes de la dramatique traite transatlantique des esclaves, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Rougui Diagne. Pendant plus de 400 ans, plus de 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été victimes de la dramatique traite transatlantique des esclaves, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. Célébrée le 25 mars de chaque année, la journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves est l'occasion de rendre hommage à ceux qui ont souffert et sont tombés aux mains du système cruel de l'esclavage. Cette journée est également un moyen de sensibiliser le public aux dangers actuels du racisme et des préjugés. Des manifestations virtuelles sont organisées durant ce mois de mars. Mettre fin à l'héritage raciste de l'esclavage, une exigence mondiale pour la justice, est le thème de cette année. Il reflète le mouvement mondial visant à mettre fin aux injustices dont les racines se trouvent dans la traite des esclaves. Merci Rougui Diagne pour ce récit. Alors, M. Malick Kane, nous venons de suivre ce récit qui parle de la commémoration de la Journée internationale des victimes de l'esclavage. Exact. Comment se passe cette journée et comment étaient traités ces esclaves? Très bonne question. Merci beaucoup, Mariam. Je pense que cette occasion qui nous est offerte pour clarifier par rapport à ces deux questions centrales est une bonne occasion aujourd'hui parce que, pour le rappeler, l'Afrique est un continent qui a été victime de cette tragédie planétaire, je veux dire, parce que pendant plus de 400 ans, 4 siècles. 4 siècles, comme vous l'avez si bien dit, des millions et des millions d'Africains ont été déportés, tout en sachant que pour chaque Africain qui a été capturé, 10 sont morts par rapport à la résistance et au razzia. Donc aujourd'hui, il est important de fixer ces faits historiques, de les rappeler pour qu'il y ait, comme on l'a dit dans le programme des Nations Unies,
par rapport à cette journée du 25 mars, remember, acknowledge, educate. Ça veut dire se souvenir pour ne pas oublier, ensuite reconnaître ce qui s'est passé, pour enfin éduquer. Mais aussi rappeler l'histoire pour la génération qui est là, qui n'était pas témoin de tout cela. Qu'est-ce qui était en général à l'origine de ces captures? Bon, il faut dire qu'on est dans un contexte historique post-Moyen-Âge, parce que la découverte de l'île de Gorée, la découverte du Cap-Vert, Denis Diaz qui passe en 1444, on sait que Gorée, qui s'appelait Bir traditionnellement aussi, fréquenté par les Lébous et les populations locales, Gorée a été un centre, une plaque tournante par rapport à cette traite. Donc ces puissances européennes qui ont pu, grâce à leur impérialisme, arriver sur la façade atlantique du continent africain, ont senti le besoin, avec la découverte de l'Amérique, entre guillemets, puisqu'on reviendra sur ça, je dis bien entre guillemets, parce que l'Amérique n'a pas été découverte par Christophe Colomb. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, avec ce dont nous disposons au niveau des ressources du mémorial de Gorée, qu'il y a eu des Africains même qui ont fréquenté l'outre-Atlantique, les Amériques, comme Bakary II et d'autres traditions. Donc ces puissances européennes, avec cette découverte du Nouveau Monde, ont eu un besoin économique d'expansion, puisque des ressources importantes qui devaient alimenter, il y avait des enjeux économiques qui étaient là, par exemple. Vraiment géoéconomiques, géostratégiques. Donc on avait besoin de cette force servile, de cette force humaine pour pouvoir développer l'agriculture, développer les plantations, on le sait, tout le monde le sait, développer des activités économiques qui pourraient aujourd'hui approvisionner le marché européen. Donc on s'est dit que les Africains, de manière générale, pourraient être cette ressource qui peut être utilisée pour répondre à ce besoin précis au niveau de la fin de ce Moyen-Âge. Et quel était l'apport même de ces Africains dans le développement de leur société? Très bonne question. Les Africains, en réalité, ont eu une grande contribution, des apports majeurs sur le plan économique, culturel, technologique et sur le plan civilisationnel de manière générale. Au-delà même du fait qu'ils ont servi comme ouvriers, comme paysans, comme travailleurs dans ces champs-là, ils ont pu aujourd'hui capitaliser à partir de l'expérience ici même au niveau du continent. Parce qu'il faut le rappeler, ce sont les meilleurs Africains qui étaient pris, qui étaient capturés, qui étaient entre guillemets vendus. Donc ces traditions-là de l'artisanat, de la production économique, de cette importation même de beaucoup de produits et de beaucoup de technologies, de beaucoup de savoir-faire qui ont été développés ici dans le continent, ont servi à développer les Amériques de manière générale et à servir aussi en même temps à l'économie européenne qui arrivera au développement de la révolution industrielle. Puisque sans cette traite négrière, il n'y aurait pas eu de révolution industrielle. Parce qu'on a capitalisé à partir des profits et l'accumulation de ces capitaux qui ont permis au financement et au développement de la révolution industrielle. Quelle était la place des femmes dans ces captures? Les femmes ont occupé une place très importante puisque c'est la femme aujourd'hui qui est au centre de la reproduction des êtres humains de manière générale. Donc, on le dit, il y a un rôle social que les femmes ont joué. Et si vous allez aujourd'hui à Gorée, à Saint-Louis, on vous parle des signares de manière générale qui ont été des êtres humains très influents par rapport entre guillemets, aux maîtres qui disposaient de ces captures-là. Et aujourd'hui, ces femmes ont influencé même l'éducation des esclaves, en tout cas, je les appelle des esclavagisés dans les Amériques, puisque quand on attrape une famille, qu'est-ce qu'on fait de manière générale? On amène la femme au Cuba, on amène l'homme au Brésil, l'enfant même peut être amené en Floride aux États-Unis. Donc cette rupture-là ne pouvait être enregistrée et stockée que dans la conscience de la femme qui sert de matrice pour la transmission des valeurs culturelles africaines. Mais elles étaient maltraitées, elles subissaient d'énormes difficultés. Beaucoup plus que les hommes, je pense, puisque étant des êtres aussi fragiles, les femmes ont eu à faire l'objet de beaucoup de violences physiques, de violences symboliques, d'exploitation sexuelle, il faut le dire, de viols, etc. Et beaucoup de ces maîtres européens ont eu à les utiliser comme étant leurs propres femmes.
Je me rappelle, étant au Brésil, il y a un proverbe brésilien qui dit que le racisme n'existe que dans le salon, mais pas dans la chambre. Ça veut dire que les esclaves femmes, dans les maisons de ces maîtres-là au Brésil, ces maîtres qui avaient même leurs propres femmes dans ces maisons-là, utilisaient en même temps ces femmes comme objets sexuels. Mais dans la chambre. Mais dans le salon, le racisme se faisait voir, puisque c'est un espace de socialisation où il fallait mettre la hiérarchisation raciale. Actuellement, aujourd'hui, l'esclavage a été aboli, mais comment on vit ce racisme et ces préjugés? Très bonne question. Aujourd'hui, l'esclavage a été aboli, c'est vrai, dans les textes, mais il faut dire que dans l'espace mondial ou dans beaucoup de pays comme les États-Unis, le Brésil, etc., même en Europe, on voit que le peuple noir fait face à beaucoup de violences racistes. Et j'en veux pour preuve récemment les manifestations et les émeutes qui ont lieu par rapport à George Floyd, Black Lives Matter, le fait que les vies des populations noires comptent comme les autres vies. Et au niveau du programme des Nations Unies, on a pu dire qu'il fallait une décennie des afro-descendants pour lutter contre ce racisme-là, puisque ce racisme se manifeste à travers le système. Le système économique déjà, l'accès à l'emploi est un problème, puisqu'il n'y a pas une bonne formation, il n'y a pas un bon renforcement des capacités, il n'y a pas une bonne éducation, il n'y a pas un accès à la connaissance et à l'information qui pourrait garantir des compétences qui seraient un atout et un argument par rapport à leur intégration économique. Est-ce que cela n'est pas aussi valable au niveau des services judiciaires? Bien sûr, à tous les niveaux, même les dossiers où il y a des traitements par rapport aux actes racistes aujourd'hui, si des juges noirs, ou bien des juges femmes noires, ou des juges de population de ces couches minoritaires, ou bien des magistrats de manière générale ne sont pas représentés, ça veut dire que, comme on le dit en anglais, il y a un bias. C'est-à-dire qu'il y a des préjugés, il y a un traitement aujourd'hui qui est un traitement subjectif. Et on a vu beaucoup de cas de dossiers judiciaires dans ce sens-là. Donc la justice aussi est un élément d'expression de cette forme de racisme envers les populations noires de manière générale. Alors, M. Kane, comment faire pour intégrer ces Africains qui ont participé au développement des sociétés? Première chose à faire, comme je l'ai dit, et le Sénégal est aujourd'hui un pionnier dans ce sens, puisque le Sénégal est en train de préparer la construction du mémorial de Gorée. Et on remercie de passage tous les pères fondateurs. On vient de commémorer vraiment les 100 ans, célébrer les 100 ans de Amadou Mokhtar Mbow, que je rappelle, a été le premier président du conseil d'administration de la Fondation mondiale pour le mémorial et la sauvegarde de Gorée après l'UNESCO. Après avoir eu à contribuer à ériger Gorée comme étant un patrimoine mondial en 1978, il est revenu pour se battre au profit de l'érection du mémorial de Gorée. Et puis un homme aussi qui a beaucoup fait dans l'éducation. Et sur ce, nous allons parler à la rubrique de l'éducation pour parler de la médiation au niveau des universités. De la médiation en milieu universitaire. C'est quoi la médiation? Quel est le rôle de la médiation dans la gestion des conflits en milieu universitaire? Suivons cet extrait de M. Elouassar. La médiature a pour fonction de gérer, de prévoir et de transformer les conflits dans l'espace universitaire. Donc c'est une institution qui a été créée par l'Assemblée de l'université, où à la tête il y a ce qu'on appelle le médiateur, il y a ce qu'on appelle l'adjoint du médiateur, et il y a un étudiant, parce qu'à l'université, il y a 3 composantes. Les enseignants, le personnel administratif et les étudiants. C'est dans ce cadre que les textes qui régissent ce qu'on appelle l'ombudsman, parce qu'on l'appelle des fois médiateur, mais des fois aussi ombudsman ou facilitateur. Donc il y a un facilitateur qui est un professeur de rang A, universitaire, et l'adjoint du médiateur est un personnel administratif et technique, et il y a un chargé de la communication qui est issu du monde étudiant. Donc c'est ces 3 personnes qui régissent le système de gestion et de prévention des conflits dans les espaces universitaires. Qui doit être médiateur? Le médiateur. Monsieur Malick Kane, nous venons de suivre cet extrait de M. Elouassar qui parle des crises en général en milieu universitaire et du rôle de la médiation. Quel est le rôle de la médiation en tant que telle en période de crise au niveau des universités?
Merci Eloassa, que je connais bien, que j'ai fréquenté par rapport à ces questions de médiation là au niveau de l'université. La médiation au Sénégal, c'est l'espace de l'arbre à palabre traditionnellement. Donc ça, c'est une valeur traditionnelle africaine. Et vous voyez la crise qu'on vient de traverser récemment avec ces émeutes, comment les régulateurs et les ressources sociaux ont pu faire pour déminer cette bombe-là. Donc, comment est-ce que vous jugez ces médiations en général en milieu universitaire? Parce qu'en général, ça peut être des sources extérieures comme internes également. Au niveau universitaire, il faut déjà faire un mapping, une cartographie des différents acteurs de l'espace sociologique universitaire. Donc, on sait qu'au niveau universitaire, les étudiants, le corps administratif, le corps enseignant, etc., forment des groupes sociaux. Donc, s'il y a des conflits au niveau interne, il faut qu'il y ait deux options. La première option, c'est qu'il y ait aujourd'hui, au niveau de l'université, des acteurs qui se définissent hors de ces groupes, ou bien qui jouent un rôle qui leur permettrait de faire adhérer ces groupes à leur message. Donc déjà, il faut, comme le dit Eloassa, que la représentativité des différents groupes, les composantes puissent voir dans l'option de la médiation. Si c'est un médiateur extérieur qui doit venir aussi, ce médiateur extérieur aussi doit avant tout faire un diagnostic et connaître parfaitement la psychologie sociale de l'université. Donc, il faut alors, dans ce cadre, qui doit être un médiateur? Bon, qui doit être un médiateur? Je pense que n'importe qui peut être un médiateur tant qu'il respecte le casting de la médiation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préjugés, il ne juge pas, le médiateur ne juge pas. Le médiateur prend le temps de comprendre les phénomènes et les problèmes pour lesquels il doit intervenir. Le médiateur, enfin, ne doit pas prendre très tôt parti. En plus de tout cela, il doit avoir un projet de médiation. C'est-à-dire pourquoi on intervient dans un espace de conflit et comment on doit aménager des portes de sortie pour chaque partie aussi. Donc ça, il faut que le médiateur puisse le comprendre. Donc le médiateur, n'importe qui peut l'être. Moi, c'est ce que je pense, un jeune, une femme, un homme, n'importe qui, à moins qu'il soit outillé par rapport aux techniques de négation, de diplomatie, mais aussi surtout d'empathie pour pouvoir se mettre dans la peau des différents facteurs ou bien des différentes parties en conflit ou bien en négociation. En période de la traite des esclaves, la traite négrière, on peut dire de la traite transatlantique, existe-t-il des hommes qui étaient considérés comme des médiateurs en tant que tels? Bien sûr, on peut aujourd'hui dire avec force que les mouvements des abolitionnistes ont pu jouer ce rôle-là, puisque les mouvements des abolitionnistes ont dénoncé très tôt le fait qu'il y ait une exploitation de l'homme par l'homme à cette échelle-là, tragique. Et ils se sont battus pour pouvoir amener ces bourreaux sur la table et les faire comprendre que ceci doit cesser. Ils ont pu jouer un rôle de médiation, au-delà même de Victor Schœlcher, qui a pu, comme au Sénégal, on connaît Victor Schœlcher, qui a aidé à l'abolition de l'esclavage en 1800, le 27 avril 1848. Il y a des centaines et des centaines de philanthropes, que ce soit sur la partie africaine, européenne ou bien dans les Amériques de manière générale, qui ont pu négocier cette abolition. Donc, on peut le dire. Quel est le rôle joué par Joseph Ndiaye dans le mémorial de Gorée? Joseph Ndiaye, c'est parmi les choses que j'appelle les pères fondateurs. Parce que Joseph Ndiaye, déjà, c'est un monument de Gorée, hein, de manière générale. Donc, il nous aide aujourd'hui par rapport à son message, à ses enseignements, pour mieux orienter, mieux faire des options stratégiques par rapport à l'éducation. Parce que le mémorial Gorée, en réalité, c'est un mémorial non seulement qui rappelle, comme je dis, les faits historiques, qui éduque. Joseph Ndiaye est un apôtre de l'éducation de ces jeunes, surtout africains, qui doivent se connaître et qui doivent s'aimer et qui doivent avoir confiance en eux-mêmes. Donc c'est une référence, c'est un modèle, comme tant d'autres par rapport à l'échiquier du mémorial de Gorée, même si on n'a pas le temps de parler de tout cela. Donc c'est une des références majeures du projet du mémorial Gorée Almadi au départ, bon, puisqu'il était un témoin
avec les autres comme le professeur Pathé Diagne, le professeur Amadou Mokhtar Mbow, Mbow, etc., Joseph Harris aux États-Unis, Benedicta da Silva au Brésil, etc. Nous allons à présent à Kédougou pour parler des enfants abandonnés ou des orphelins. Cap sur Kédougou pour parler de la prise en charge des enfants orphelins ou abandonnés. Dans cette localité, Galé Bobo accueille et s'occupe de cette couche vulnérable de la société. La pouponnière, créée ses fonds propres, essaie de rendre heureux ces bouts de bois de Dieu. À la découverte de Galé Bobo avec Tchorodia. Portée sur les fonds baptismaux en 2016, la pouponnière Galé Bobo de Kédougou accueille les orphelins, les enfants abandonnés et ceux issus de grossesses non désirées. On voit que souvent il y a des grossesses non désirées et les parents ne voudraient pas, par exemple, garder les enfants. Donc s'ils le désirent et qu'ils passent par la voie légale, l'enfant peut séjourner au niveau de la pouponnière. On reçoit aussi des enfants qui sont victimes de viol. Et si, par exemple, aussi, la famille est très démunie, la vie de l'enfant est en danger, donc ils demandent à ce qu'on les accompagne, au moins pour 1 an ou pour 2 ans, après ils récupèrent leur enfant. Ici est prise en charge plus d'une dizaine d'enfants. Assurer les charges fixes et variables relève d'un vrai parcours du combattant. Présentement, la prise en charge, je le fais moi-même, parce que je reçois juste des appuis de bonne volonté. Mais c'est vraiment très minime par rapport aux besoins. C'est très minime par rapport aux besoins qu'il y a pour la prise en charge des enfants. Si je vous fais par exemple la dépense quotidienne, si je veux vraiment nourrir mes enfants correctement par jour, pour mine de rien, je dépense 10 000 francs par jour. Donc imaginez un peu, si toute l'année, combien je dépense. Ici à Kédougou, avec tout ce que nous avons comme ressources, les sociétés qui sont là, les autorités au niveau local qui sont là, vraiment, Kédougou devait être en mesure de prendre en charge cette pouponnière-là sans qu'on aille demander ailleurs. Pour cette maman poule, la séparation est toujours difficile en cas d'adoption ou de retour en famille. Un enfant que tu as pris, par exemple, il y a des enfants que j'ai reçus ici à 15 jours. Il y en a même que j'ai allaité. Donc si ces enfants-là aujourd'hui doivent partir, bon, je ne les laisse pas partir avec une gaieté de cœur, mais comme c'est la mission, c'est une obligation qu'ils doivent partir, mais je les laisse partir. Mais c'est vrai que quand même, ça m'affecte quand même. La responsable de la pouponnière Galé Bobo de Kédougou, Mariwalo Boubane, salue l'action de certaines bonnes volontés. Elle exhorte les autorités à accompagner cette structure d'accueil pour une meilleure prise en charge de ces tout-petits. Merci Tchorodia pour ce reportage. Alors, M. Kad, nous venons de suivre ce reportage à Kédougou de Tchorodia qui parle des enfants abandonnés et des enfants orphelins. Galé Bobo, c'est-à-dire la maison de Bobo. Bobo est en train d'effectuer un travail vraiment qui est très important pour ces petits bouts de bois de Dieu. Donc, comment est-ce que vous appréciez cela? Non, déjà, je pense que cette dame mérite beaucoup de respect et puis d'appui, puisque au-delà du fait qu'elle accueille ces enfants égarés, abandonnés, qui ne connaissent même pas leurs parents, il y a le facteur que ce besoin se fait sentir à travers tout le territoire national et dans la sous-région. Donc c'est devenu un besoin pressant, mais il faudrait qu'on puisse stratégiser pour mettre en place des facteurs d'accompagnement pour l'appuyer et faire de sorte que ces champions ou championnes sur le terrain puissent vraiment faire évoluer leur mission jusqu'à ce que le besoin ne se sente plus. Donc, big up, on remercie cette dame. Et ça nous fait un détour par rapport à la question de l'esclavage aussi. Oui. Et le rôle des enfants aussi. Par rapport à ça. Puisque aujourd'hui, l'abandon et le fait que des familles ont été divisées, où il y a eu des séparations majeures entre parents et enfants, ça montre que la question de l'enfance est centrale aussi. Puisque les enfants doivent être pris en charge. Mais par qui? Doivent être pris en charge, adoptés et adaptés aussi. Et ce que la dame fait, il faut dire que des enfants n'ont pas eu la chance d'avoir cette opportunité. Et pour commémorer
ces enfants qui ont souffert, et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé à African Burial Ground à New York, où on a découvert un cimetière africain dans les années 90, quand on a excavé et fait remonter les ossements, les fouilles, on s'est rendu compte que 30% des personnes qui ont été enterrées étaient des enfants de moins de 10 ans. Très grave par rapport à cette tragédie-là. Où étaient leurs parents qui prenaient en charge Aujourd'hui, on a constaté également dans l'esclavagisme, le milieu même de l'esclavagiste, aujourd'hui que ces enfants sont devenus de grandes personnalités. Il y en a même qui ont gravé des échelons et qui ont occupé des postes très importants dans la société américaine ou européenne en tant que telle. Oui, parce que, pourquoi? Parce que tout simplement, comme on le dit, hein, si l'orphelin qui ne voit pas ses parents et qui développe des capacités de résistance, des capacités d'adaptation pour s'améliorer et pour vraiment se parfaire dans un système hostile, aura beaucoup plus d'outils et de compétences pour avancer dans la vie. Malheureusement, on le dit même en Wolof, góor balaa baax il faut mu dem daara wala armée wala mu tukki tumuranke bi, c'est-à-dire le fait que surtout l'homme puisse être dans des milieux hostiles, ça peut être un avantage par rapport à son développement et par rapport à sa capacité de résilience. Donc ces enfants ont pu développer une capacité de résilience. Dans la diaspora, la majeure partie parmi eux, toutes ces stars, tous ces génies, tous ces grands artistes que vous voyez, la majeure partie aujourd'hui, aux États-Unis par exemple, ne connaissent même pas leur père. Pourquoi? C'est une longue histoire depuis Jim Crow et le système de ségrégation raciale. Mais ce qui est important, c'est que... Mais est-ce qu'ils sentent leur intégration? Est-ce qu'ils sentent cela? Ils ne sentent pas leur intégration parce qu'ils pensent que ce sont des systèmes racistes, comme tout le monde le sait. Et j'en veux pour preuve les rapports que la décennie internationale des peuples afro-descendants a fait pour examiner et évaluer le niveau d'intégration de ces minorités afro-descendantes dans ces différents pays. Le rapport dit clairement que les populations afro-américaines, afro-brésiliennes, de manière générale et dans d'autres pays, ne sont pas intégrées. Et que les gouvernements n'appuient pas sur des leviers pour pouvoir les ramener au centre et les faire bénéficier de services sociaux, même de base pour l'éducation, la santé et aux opportunités économiques. Et maintenant, place à l'international. Sur l'international, l'Union européenne va durcir son contrôle des exportations des vaccins contre le Covid-19. La Commission européenne compte durcir le compte de ses exportations, d'améliorer l'approvisionnement des 27 pays. C'est l'objectif visé. Dans son viseur, le laboratoire AstraZeneca, qui n'a pas respecté ses engagements de livraison, et ceci dans le but d'avoir un accès équitable aux précieux flacons. Maïmounassi. La Commission européenne a adopté depuis ce 24 mars un durcissement du contrôle des exportations de vaccins anti-Covid fabriqués sur son sol. Décision prise afin de faire pression sur AstraZeneca et le Royaume-Uni pour un accès équitable aux précieux flacons. Au moment où l'Union européenne continue d'exporter des volumes importants vers des pays produisant leurs propres vaccins où la vaccination est plus avancée, le vice-président de l'exécutif européen déclare qu'ils ont adopté 2 ajustements au mécanisme actuel pour résoudre ces déséquilibres. Le projet de modification du règlement constate que certains pays bloquent les exportations de doses vers l'Union européenne, soit par la loi, soit par des arrangements contractuels ou autres conclus avec des fabricants de vaccins. La Commission entend durcir les conditions d'exportation de doses vers les pays qui produisent eux-mêmes des vaccins anti-Covid, une mesure ciblant le Royaume-Uni, mais également vers ceux dont les populations sont déjà largement vaccinées. L'Union européenne a exporté jusque-là quelques 10 millions de doses, tous vaccins confondus, vers le Royaume-Uni entre le 1er février et mi-mars. Mais à l'inverse, elle n'a reçu aucune dose produite sur le sol britannique, alors que le contrat signé avec AstraZeneca prévoyait la livraison de doses produites dans 2 usines au Royaume-Uni. Alors, Monsieur Malikan, voilà qui met fin à ce rendez-vous d'actualité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Votre mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est par rapport au contexte de la pandémie. Hein. Bon, on fait face à
un virus biologique, mais il y a aussi un virus aussi du racisme sur lequel nous devons revenir. Mais le mémorial de Gorée est un rempart pour que le monde soit éduqué et qu'on puisse avoir une bonne prise en charge de cette mémoire collective, nous permettant de pouvoir nous projeter par rapport à la construction de cette identité collective africaine, gage de cette renaissance africaine. Merci beaucoup, M. Kane. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce rendez-vous d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir. L'Assemblée nationale, le nombre des députés.